19h. Yarana, bienvenue dans cette édition d'information. Voici les titres. Inquiétude dans la région Pacifique après la victoire de Donald Trump aux États-Unis. L'homme climato-sceptique pourrait mettre fin aux efforts écologiques de son prédécesseur. Toujours aucune signalisation supplémentaire pour alerter sur le danger que peut être la vallée de la Papineau en pleine saison des pluies. 2 ans après la disparition de 5 personnes, l'émotion est encore vive. Un menu préparé aux petits oignons pour les sans-abri. Le moment est important pour les adolescents du service national universel. Objectif, développer la cohésion d'équipe ou encore la culture de l'engagement. Nicolas Suire et son invité nous diront si le repas est apprécié par les convives. Nous serons en direct depuis le lycée hôtelier dans ce journal. C'est une victoire qui n'augure rien de bon pour la planète et encore plus pour les habitants du Pacifique. L'accès de Donald Trump à la Maison-Blanche pose bon nombre de questions. Son élection crée une anxiété géopolitique, explique Semir Alwardi, car à la politique environnementale s'ajoute aussi la géopolitique. L'axe Indo-Pacifique, centre de gravité actuel des échanges maritimes et de la croissance, pourrait être perturbé. Les explications de Caroline Fary et Mirko Vanfou. C'est son grand retour. Le comeback spectaculaire de Donald Trump met en péril les efforts mondiaux de lutte contre les dérèglements du climat. Celui pour qui le réchauffement climatique reste une arnaque compte faciliter la production de pétrole et de gaz naturel. Les États-Unis vont forer comme des malades, dixit le président américain. De quoi interpeller les pays de la communauté du Pacifique Sud réunis à Tahiti et engagés dans la lutte pour la protection de l'environnement. Vous pouvez être sûr que s'il y a une nouvelle gouvernance ou administration qui change la politique de protection de l'environnement, on peut s'attendre à ce que la communauté du Pacifique, collectivement, continue à lutter pour maintenir ce combat contre le réchauffement climatique. Le président américain prévoit aussi de supprimer l'Agence de protection de l'environnement et l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, des organismes d'importance mondiale dans l'étude de l'évolution du climat. On ne peut que s'inquiéter parce que ce n'est pas nous, petits pays, qui pouvons faire grand-chose pour améliorer le climat dans le monde. C'est vraiment les grands pays qui doivent agir et en premier lieu les États-Unis. Et on espère que Donald Trump évoluera sur ce sujet. Certainement qu'il y aura des rencontres avec les pays du Pacifique pendant sa mandature. La question de l'axe Indo-Pacifique se pose également. Quelle sera la position des États-Unis dans la région alors que les conflits sont ailleurs ? Cela crée ce qu'on appelle une anxiété internationale, une anxiété géopolitique, parce que les États-Unis peuvent se désengager de certains, disons, dans certaines régions. Plus peut-être se positionner au Proche-Orient, comme il avait déjà fait dans son premier mandat, en Ukraine et moins peut-être dans l'axe Indo-Pacifique. Politique ou environnement, l'élection de Donald Trump suscite aujourd'hui bon nombre d'interrogations. L'atmosphère de la COP29 sur le climat qui s'ouvre le 11 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan, s'annonce d'ores et déjà houleuse. Et l'investiture officielle de Donald Trump est prévue le 20 janvier 2025. Souvenez-vous, il y a 2 ans, 5 personnes étaient emportées par la rivière en crue. Le drame s'était déroulé dans la vallée de la Papineau. 2 ans plus tard, la signalétique n'a pas été améliorée. Et si l'idée de construire un pont a été un temps mentionnée, elle est aujourd'hui abandonnée. La famille des disparus, elle, n'oublie pas ses défunts. Chiquita Teiva, Marcel Bono. Kahana Lani aurait eu 36 ans aujourd'hui et son fils Tamatika 9 ans. 2 ans après que les flots de Vaituoru les aient emportés un 6 novembre, leur souvenir est toujours aussi vivace et douloureux, surtout pour leur fils Matatini. Ma vie a tellement changé, genre, je sais pas comment on dit, genre, je me sens perdu. Genre, sans ma maman, genre, je suis rien, quoi. Mais le truc qui me fait carrément mal au cœur, c'est mon petit frère, parce que quand elle était là, c'est nous 2 qui dorment ensemble du coup. Maintenant, je dors tout seul, mais ça me fait mal au cœur. Les parents de Kahana Lani non plus ne se résignent pas à la disparition de leur seule et unique fille, alors enceinte de 8 mois. C'est pas facile. Aujourd'hui, ça fait 2 ans. C'est la date qui est partie disparue. On a cherché partout ce jour-là, on n'a pas trouvé son corps. Et plutôt, madame, il n'accepte pas ce deuil jusqu'à présent, parce qu'on n'a pas trouvé son corps.
La faute, ça vient où? On ne peut pas dire que ça vient de la nature. Hein? La nature, ils ont montré qu'il se passe ce jour-là, mais maintenant, c'est la personne. C'est la personne qui a pris la faute. C'est la personne qui a eu l'accident. En ce jour, il ne reste à la famille que le souvenir. Je garde de très bons souvenirs d'une personne souriante, joyeuse, avec un très gros cœur. Hein. Elle avait bon cœur et elle aimait bien rigoler avec les amis. Elle était ouverte. En cette période de pluie, une rencontre État, communes et pays est prévue pour rappeler les protocoles de sécurité à l'entrée de la vallée de Papenhou. Des associations ont même demandé la construction d'un pont sur le lieu du drame. On en a parlé avec le pays, mais bon, je suis un peu sceptique sur la volonté du pays de construire ce pont parce que, bon, apparemment, ça coûterait assez cher, autour de 200 à 300 millions au minimum parce que c'est un endroit assez large. La stèle érigée l'an dernier en mémoire des victimes de Vaito Uru nous rappelle encore que la vigilance reste de mise dans cette vallée toujours aussi prisée. Et cet accident mortel survenu à Punarou, un homme de 55 ans, salarié d'une entreprise de la vallée, est décédé ce mercredi dans un accident du travail. Il aurait été victime d'un écrasement thoracique sur un tapis de concassage de la société qu'il employait. Malgré l'intervention des secours, il est décédé des suites de ses blessures. Selon TNTV, une enquête a été ouverte par le parquet et confiée à la gendarmerie pour faire la lumière sur ce drame et déterminer d'éventuelles responsabilités. La sécurité des jeunes conducteurs est une priorité à Mahina et la prévention un devenir collectif. La ville organise des sessions d'apprentissage essentielles pour former des conducteurs responsables, car là-bas, comme dans de nombreuses communes, plusieurs infractions sont constatées. Absence d'éclairage, de casque de protection ou encore conduite à contresens. Objectif de cette journée préventive, offrir une compréhension approfondie des dangers liés à la conduite, tout en apportant des outils concrets. L'adjoint au chef de la brigade municipale nous en dit plus au micro de Marcel Bonny. Aujourd'hui, pour une première, on est en train de sensibiliser un peu les jeunes du risque qu'ils peuvent prendre en allant sur la route sans lumière, sans casse, sans rien du tout. Il faut se dire maintenant, la loi est en train de se durcir sur les vélos et tout. Avant, en vélo, tu pouvais comme tu veux. Maintenant, il faut un casque, il faut tout ça. Et dans l'Hexagone, l'Assemblée nationale entérine à l'unanimité le report des élections provinciales calédoniennes. Le texte ayant été voté dans les mêmes termes qu'au Sénat, le Parlement donne donc son feu vert définitif au décalage du scrutin qui devait initialement se tenir en mai 2024, puis d'ici au 15 décembre 2024. Désormais, il devra être organisé d'ici au 30 novembre 2025, une avancée législative saluée par le ministre chargé des Outre-mer. Un climat qui semble plus apaisé, en tous les cas une volonté parlementaire large qui milite pour l'apaisement, pour le débat, pour la discussion. C'est tout ce que souhaite le gouvernement. C'est ce qui doit permettre de revenir autour de la table, comme l'ont dit un grand nombre d'acteurs politiques qu'on a pu auditionner, et derrière d'écrire le chemin de la pacification et le chemin aussi de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Et les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, se rendront sur l'archipel à partir de samedi et jusqu'au 14 novembre pour une mission de concertation. Makemo se met au vert. L'île aura une centrale photovoltaïque. Le projet a été validé par le haut-commissaire en déplacement sur l'atoll. L'État accorde 327 millions de francs pacifiques au titre du Fonds de transition énergétique. Et l'énergie verte, c'est aussi à Bora Bora. Des représentants de l'Union européenne visitent les infrastructures financées par le Fonds européen de développement. En tête d'affiche pour la perle du Pacifique, l'assainissement, qui est une réalisation exemplaire par son succès technique et socio-économique. On retiendra aussi les osmoseurs qui permettent aux habitants de bénéficier d'eau potable. Anna Burillo, chef d'unité pays et territoire d'outre-mer, est interrogée par Tamatea Terurotua. C'est une première pour moi. Première fois dans le Pacifique et première fois en Polynésie française. J'ai visité Tahiti il y a quelques jours.
Nous avons eu des rencontres très intéressantes avec le président et l'administration du pays. Aujourd'hui, le maire de Bora Bora nous fait une présentation très intéressante sur les différents problèmes liés au traitement de l'eau, des eaux usées surtout. L'Union européenne attache une importance particulière à la gestion de l'eau, au traitement des eaux usées, et nous soutenons énormément les initiatives polynésiennes dans ce secteur. Petit tour dans les cuisines du lycée hôtelier. Maintenant, vous ne pourrez pas sentir les parfaites odeurs des plats préparés par les volontaires du service national universel, mais vous verrez à quel point ils se sont attachés à leur mission, à préparer et servir un repas à des sans-abri. Derrière cette initiative sociale se cache un objectif précis, celui de la responsabilisation des jeunes. Nicolas Suir, Dylan Fels. Des toasts à la purée d'avocat, aux œufs durs et aux poissons fumés, c'est l'entrée proposée pour le repas des SDF ce soir. Une recette pas forcément à la portée du premier venu, mais préparée dans un esprit de solidarité par une trentaine de volontaires du service national universel. Un très beau geste que nous sommes en train de faire. Ça va permettre aussi de voir qu'on ne les abandonne pas, on pense toujours quand même à eux. Et je leur souhaite que du bonheur. Pour le plat chaud, parmentier de bœuf à la purée de hourou avec brochette d'agneau. 4 professeurs cuisiniers dirigent les adolescents pour ces plats élaborés. L'occasion d'apprendre à travailler en groupe, par brigade, mais pas seulement. Pendant leurs vacances, au lieu de s'occuper à la maison ou de s'ennuyer, ils sont là à découvrir la cuisine. La cuisine, ça parle à tout le monde, on mange tous. Donc c'est leur faire découvrir autre chose et qui sait, certains peuvent découvrir une vocation. 30 autres volontaires s'activent à préparer la salle pour 80 convives. Là encore, un travail d'équipe dans le respect, la coordination et plus encore. Tout le monde était un peu perdu, donc tout le monde essaye de sociabiliser, d'être gentil avec tout le monde. Et donc on a tous créé un lien entre nous, un lien très fort même. Objectif atteint pour la soixantaine de volontaires, vivre 12 jours ensemble à l'école hôtelière et avoir un aperçu des différents métiers, notamment militaires, tout en s'imprégnant des valeurs de la République. Et nous retournons au lycée hôtelier où nous attendent Nicolas Suir et Dylan Fels. Nicolas, bonsoir. Est-ce que le repas est apprécié par les convives ? Oui, bonsoir Yata, bonsoir à tous. Eh bien, le repas est très apprécié par la soixantaine de SDF, de sans-abri venus ce soir, ainsi que leurs accompagnateurs de l'association Tetorea. Et ils ont eu droit au plat que vous avez entendu, et là, ils vont passer au dessert des mignardises. Et avant ça, ils avaient eu droit à un spectacle d'environ 1 heure, toujours donné par ces 60 jeunes volontaires du service national universel. Mais alors, pour dire à quel point ce repas, cette attention compte, eh bien, j'ai avec moi Malia Olizi, la responsable de l'équipe de rue de l'association Tetorea, à qui je vais poser la question. À quel point, Malia, cette attention est importante ? Donc, comme vous pouvez le constater ce soir, donc ils sont bien habillés, ils se sont mis sur leur 31. Donc c'est une chance pour eux, c'est un honneur aussi d'honorer ce genre de rendez-vous. C'est aussi des SDF qui ont été triés sur le volet. Expliquez-nous les critères. Donc là, l'association a mis en avant en fait les personnes qui sont en insertion professionnelle. Une manière pour nous en fait de les encourager à continuer dans cet élan-là, de s'insérer professionnellement. L'insertion, à quel point c'est difficile une fois qu'on est dans la rue ? Oui, c'est très difficile. C'est un point dans lequel l'association Tetorea accompagne au quotidien en fait. Parce que le fait de retrouver dans la rue, c'est assez difficile. Gagner une confiance en soi, c'est compliqué. Donc l'accompagnement que nous menons au quotidien, c'est de leur donner en fait cette confiance-là et leur donner envie en fait de s'insérer. C'est par le travail ? Par le travail. Alors il y a un programme, c'est ça ? Expliquez-nous. Combien sont-ils dans ce programme ? Oui, cela va faire 1 an que le programme a été mis en place, le programme Hackathon. Donc 26 entreprises ont adhéré en fait à ce programme. Donc on peut dire que c'est 26 aussi personnes extraordinaires de la rue qui ont intégré ce programme.
C'est un beau signe, mais pour autant, ils ne sont pas quand même complètement sortis de la rue, c'est ça? C'est ça, c'est positif. Hein? Merci Malia. En tout cas, vous le voyez ce soir, des gens très émus et très reconnaissants de cette attention qui, si elle ne permet pas forcément une réinsertion, elle permet au moins de mettre un petit peu de baume au cœur à ces gens qui sont les oubliés et les écorchés de notre société. Merci beaucoup Nicolas Suir et Dylan Fels pour ce point en direct depuis le lycée hôtelier. Merci pour ces précisions sur cette action caritative. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Nous retiendrons cette information pour ce soir. Donald Trump a été officiellement élu hier, 47e président des États-Unis. Un changement de gouvernance qui pose bon nombre de questions concernant notamment l'axe Indo-Pacifique et la lutte contre le changement climatique. À la une de votre quotidien Tahiti Info demain, eh bien vous le saurez demain, l'édition n'a pas encore été éditée. Retrouvez un documentaire sur l'univers de la course au large en bateau à voile, puis le téléfilm Le Vent des Sables, ce sera après ce journal. Merci de nous rester fidèles, on se quitte sur ce défilé qui a eu lieu au Festival des Australes. Très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.